Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce second webinaire Rocket Lawyer en partenariat avec le cabinet d'avocats Toiti de la Motte Rouge. Je salue tout d'abord Maître Henri de la Motte Rouge qui nous fait le plaisir donc d'être présent aujourd'hui comme la semaine dernière pour présenter donc ce second webinaire. Je m'appelle Anne Lenouvelle, je suis responsable éditoriale chez Rocket Lawyer. J'ai le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois et donc pour vous continuer avec vous donc ce cycle de webinaires que nous allons vous proposer donc de manière régulière sur des thèmes qui vous intéressent de près. Donc le premier cycle, je vous le rappelle, est consacré aux entrepreneurs web. Il y a donc 3 webinaires sur ce thème. Le premier a eu lieu le 3 juin sur le RGPD et les TPE. Le second, donc aujourd'hui, sur les mentions obligatoires d'un site internet. Et le troisième aura lieu, prenez bien date d'emblée, aujourd'hui, le troisième aura lieu donc le 9 juillet. Et nous reprendrons ensuite au mois de septembre sur d'autres thèmes, toujours en partenariat bien sûr avec des avocats. Le format est court, une demi-heure. Vous pouvez poser vos questions par chat. Le cas échéant, bien sûr, nous contacter si nécessaire et contacter Maître Henri de la Motte Rouge si vous souhaitez aller plus loin et lui poser donc des questions sur vos problématiques particulières. Mais j'ai plus rien à dire. Sans plus tarder, donc je vous laisse en compagnie de Maître Henri de la Motte Rouge qui va donc se présenter et puis nous démarrerons donc ce second webinaire. À vous, Maître, à vous, Henri. Bonjour Anne, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Bonjour Marie, bonjour Christian, bonjour Juliette, bonjour Axel, bonjour Gwenaël, bonjour Lydia. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est important, c'est du coup comment mettre en conformité facilement et simplement vos sites web. Voilà, pour rappel, finalement, je suis associé du cabinet Toiti de la Motte Rouge Avocat. On est un cabinet avec une expertise dédiée au droit de l'Internet, droit des nouvelles technologies, propriété intellectuelle. Donc, on accompagne de nombreux clients, que ce soit des grands clients, mais aussi des entrepreneurs du web par les programmes d'accompagnement spécifiques. On aura l'occasion d'en reparler. Mais tout de suite, Anne, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en répondant à toutes vos questions. Exactement, Henri. On va pas perdre de temps parce qu'effectivement, on a une petite demi-heure à notre disposition. Tout à fait. C'est toujours très dense et on va vous délivrer pas mal de pépites. Comme ça, voilà donc la liste des questions qui vont être posées donc à Henri. Commençons tout de suite avec la première question. Henri, qui pose le sujet. Tous les sites internet doivent-ils avoir des mentions obligatoires ? Alors oui, tous les sites internet doivent avoir certaines mentions obligatoires, un certain nombre de mentions obligatoires et notamment les mentions légales qui sont prévues par l'article 6 de la loi de confiance dans l'économie du numérique. Petite précision là-dessus, on va revenir sur ces mentions obligatoires et notamment les mentions légales que vous devez avoir sur votre site internet, mais sachez que si vous éditez un site à titre professionnel, évidemment, vous allez devoir mettre votre nom et le nom de votre société qui l'édite. Sachez que si vous éditez un site à titre non professionnel, vous pouvez garantir votre anonymat. Mais il faut que ce soit une édition à titre non professionnel, par exemple comme un blog qui est édité sans revenu associé. Et du coup, vous pouvez conserver votre anonymat. Pour la petite histoire, c'est ce que fait par exemple Maître Eolas sur son blog bien connu des avocats. Il préserve son anonymat tout simplement parce que c'est prévu par l'article 6 de la LCEN. Vous pouvez ne pas mettre votre nom. En revanche, vous êtes obligé de mettre le nom de votre hébergeur, donc là où sont hébergées les données de votre site, pour que si jamais il y a une enquête en identification de qui se cache derrière les propos, vous puissiez être retrouvé. Voilà. À quoi servent les mentions obligatoires ? Les mentions obligatoires, en fait, c'est… Dans certains cas, là, on verra qu'il y en a plusieurs types, mais c'est la plaque d'immatriculation de votre site et ça sert à informer le public. Il s'agit en fait d'obligations de transparence sur qui on est et quelles informations on collecte, par exemple, sur les personnes naviguant sur un site internet. On va revenir ensuite plus en détail sur les différentes catégories. Mais l'objectif derrière tout ça, c'est de ne pas faire d'Internet une zone de non-droit, un espace de non-droit, en obligeant tous les acteurs qui écrivent
et qui éditent des contenus, on dit ça comme ça en matière de droit du web, à assumer leurs propos et qu'on ait quelqu'un vers qui se retourner lorsqu'il y a des propos qui ont été publiés sur un site internet et qui peuvent porter atteinte, ça peut être une violation de la loi de 1881 sur la presse, mais ça peut être aussi, par exemple, une atteinte en matière de contrefaçon s'il y a des contenus qui sont repris à d'autres. D'accord. Troisième question. Quels sont les types de mentions obligatoires? Voilà, alors justement, c'était ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de clarification, on est aussi là pour répondre à vos questions. Hein. Le but, c'est que ce soit interactif, mais il existe du coup 4 types de catégories de mentions obligatoires sur un site internet et qui découlent de différentes réglementations. J'en parlais tout à l'heure, les mentions légales, c'est le premier type de mention obligatoire, et ça, elles sont obligatoires à avoir sur n'importe quel de vos sites. C'est en quelque sorte la carte d'identité ou la plaque d'immatriculation du site internet. Elles doivent être dans le footer, hein, dans le pied de page, et elles sont réglementées par la loi de confiance dans l'économie du numérique. C'est l'article 6 de la loi de confiance dans l'économie du numérique. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les mentions relatives aux cookies et aux traceurs que vous pouvez avoir sur votre site internet. Vous mettez en place un système de Google Analytics, par exemple, vous allez devoir mettre en place des cookies. Il va y avoir un cookies qui va se déposer sur le navigateur de la personne qui navigue sur votre site. Et du coup, vous devez informer l'internaute de ça. Au-delà du panneau de configuration qui constitue la première étape, où vous allez avoir justement un panneau où vous allez pouvoir configurer les cookies, il s'agit d'une obligation prévue par l'article 82 de la loi informatique et liberté qui transpose la directive européenne e-privacy. Et la CNIL a récemment mis à jour ses lignes directrices en matière de cookies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un certain nombre de sites qui, du coup, se sont conformés. Et donc, du coup, quand vous arrivez sur un site, vous devez autoriser, accepter ou non les cookies qui sont positionnés. Il y a eu un certain nombre de sanctions par ailleurs prises là-dessus. Enfin, il y a les mentions relatives au traitement des données à caractère personnel. Donc là, on se place dans autre chose que les simples cookies, finalement, que vous maîtrisez, en fait, qui sont aussi liés avec les outils avec lesquels vous allez travailler via votre site Internet. Mais là, c'est les données que vous allez collecter, par exemple, lorsqu'un internaute va renseigner un formulaire de collecte de données, parce qu'il va procéder à un achat ou parce qu'il va procéder finalement à une demande, une inscription à une newsletter. Et donc, il va falloir l'informer via une politique de confidentialité. Et donc, ces obligations d'information, là encore, sont des mentions obligatoires. Enfin, il y a une quatrième catégorie de données, c'est les mentions relatives à l'information si vous faites de la vente en ligne que vous devez au titre du code de la consommation. Par exemple, vous devez afficher le prix d'une certaine manière. Vous devez aussi préciser que le client a ou pas un droit de rétractation. Et ça, c'est une mention relative au droit à l'information du consommateur. Le 9 juillet. Alors, nous allons revenir donc également en détail sur tous les éléments que vient de présenter Henri de la Motte-Rouge sur ces données, sur ces mentions essentielles. Et donc, commençons tout de suite, Henri, avec la première de ces mentions obligatoires sur l'identification. Que doit-on indiquer ? Tout à fait. Alors là, on est sur les mentions légales, hein, encore une fois, qui figurent dans le pied de page de votre site Internet et que tout site Internet doit avoir. Et donc, la première étape, c'est d'indiquer qui est l'éditeur du site. L'éditeur du site, c'est l'entreprise qui édite le site ou c'est le particulier qui édite le site. Et il va falloir, pour fournir, lorsque c'est un entrepreneur individuel ayant une activité commerciale, donner les informations suivantes: votre nom, votre prénom, votre domicile, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, dénomination sociale ou raison sociale, adresse du siège social, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique, forme juridique de la société et montant du capital social. À noter que pour le numéro de téléphone, il y a eu une décision de la
Cour de justice de l'Union européenne, parce que effectivement, il y a certains entrepreneurs individuels qui se faisaient un peu harceler au téléphone, c'est pas forcément très agréable. Et donc, il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a indiqué que le numéro était facultatif dès lors qu'un moyen gratuit et facile de contact était effectivement proposé aux internautes. Il n'était pas nécessaire d'avoir forcément une ligne téléphonique s'il y avait un formulaire de contact gratuit et accessible. Donc, ça n'est plus considéré comme une mention obligatoire de mettre son numéro de téléphone. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est vous identifier en tant qu'éditeur du site. Ensuite, vous devez identifier qui est le directeur de publication. Mais le directeur de publication, évidemment, si vous êtes entrepreneur individuel, ça ne change pas grand-chose parce que ça reste vous. Mais dans une société, en fait, dans l'éditeur, on va mettre le nom de la société. Et le directeur de publication, c'est le président ou le gérant. Et donc, il faudra fournir son nom, prénom et ses moyens de contact habituels. Et puis, la troisième, j'en parlais tout à l'heure, information que vous devez donner, c'est le nom de la société qui héberge les données. Par exemple, OVH, Shopify, en fait, où est-ce que votre site Internet est hébergé et où sont hébergés vos données. Il faudra dans ce cas-là fournir les informations suivantes, nom, dénomination au réseau social et adresse et numéro de téléphone de l'hébergeur du site pour que, en fait, en cas de problématique et si on a des difficultés à vous retrouver, on puisse s'adresser directement à l'hébergeur du site pour avoir des informations sur les données qui ont été stockées ou sur des comportements de consommateurs qui sont venus sur votre site. Voilà. D'accord, donc je note, maître, dans ce que vous venez de dire, je note. J'ai tout noté, mais je reviens simplement sur le fait que donc apparemment le numéro de téléphone n'est donc plus obligatoire dès lors qu'on a un formulaire de contact qui permet donc aux personnes qui viennent sur le site de contacter Tout à fait, tout à fait. Ça c'est vraiment l'information que je retiendrai moi de la journée certainement parce que j'avais pas du tout capté cette nouvelle information. Décision de la CJUE. D'accord. Très bien. Qui date de quand, Henri? Qui date du 10 juillet 2019. D'accord. J'ai presque un an de retard. Bon, merci en tout cas. Je passe à la question suivante. Donc, dans l'ordre, on passe maintenant à l'activité. Quelles sont les mentions qui doivent être précisées par rapport à l'activité donc du site? Alors, pour une activité commerciale, en plus des CGV, il va y avoir un certain nombre de mentions obligatoires. Par exemple, le numéro d'inscription au registre des commerces et des sociétés, numéro individuel d'identification fiscale, un numéro de TVA. Charlène, je vois qu'elle me dit il m'arrive parfois de voir un numéro de TVA dans les mentions légales. Est-ce obligatoire? Oui, vous pouvez mettre votre numéro de TVA et c'est obligatoire quand vous en avez un, parce que vous n'en avez pas forcément un. Et en cas d'activité réglementée également, la référence aux règles professionnelles applicables, si vous êtes médecin, avocat, expert comptable, le titre professionnel, le nom et l'état de l'Union européenne dans lequel le titre professionnel a été octroyé, et puis le nom de l'ordre ou de l'organisme auprès lequel une inscription a été faite. Par exemple, un agent immobilier exerce une activité réglementée, il devra fournir également dans ses mentions légales le numéro et le lieu de délivrance de sa carte professionnelle et personnelle, et en tant qu'avocat, c'est la même chose, par exemple. Il est donc important de veiller, selon la nature de l'activité exercée, à vérifier si des mentions légales spécifiques sont prévues par la réglementation. Et donc, Henri, vous voyez la question de Marin qui nous dit « Quid s'il s'agit d'un simple site vitrine de marque ?» Oui, tout à fait. Alors ça, j'ai répondu du coup à cette question en introduction. S'il s'agit d'un simple vitrine, d'un site vitrine, vous devez mettre juste les mentions légales. Il n'y a pas besoin de mettre toutes les mentions relatives aux ventes. Voilà. Vous n'êtes pas obligé mais vous devez mettre les mentions légales, donc c'est-à-dire préciser qui est l'éditeur du site, donc c'est la société, qui est le directeur de publication, c'est vous en tant que dirigeant de cette société, et l'hébergeur également du site. Alors revenons aux cookies. Vous l'avez rapidement abordé quand vous évoquiez donc toutes les mentions obligatoires du site. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément, Henri? Que faut-il prévoir justement par rapport à l'utilisation? Tout à fait. Alors du coup, effectivement, il y a eu en plus un certain nombre de directives qui avaient été prises et en fait, la CNIL avait prévu un temps de
latence en fait où les acteurs pouvaient mettre en place ce qu'ils devaient. Ce délai de tolérance de la CNIL a pris fin au fin mars 2021. Aujourd'hui, tous les acteurs doivent avoir des cookies conformes avec un bandeau cookie. Il est nécessaire du coup de prévoir une page d'information sur les cookies indiquant qui fournit ces cookies, à quoi ils servent et combien de temps ils sont conservés. Donc, c'est qui les fournit. Donc, est-ce que c'est par exemple Google Analytics? À quoi ils servent? Potentiellement à tracer les connexions sur leur site Internet. Et puis, combien de temps sont-ils conservés? Généralement, ils sont conservés 13 mois. Ensuite, il faut permettre à l'internaute de refuser le dépôt de ces cookies et traceurs, sauf pour ceux qui sont strictement nécessaires au fonctionnement du site. Il y a deux types de cookies. Il y a les cookies non strictement nécessaires et les cookies strictement nécessaires. Parce qu'il y a certains cookies, en fait, qui sont obligatoires pour que le site fonctionne. Donc, ces cookies-là, vous n'êtes pas obligé d'obtenir le consentement de l'utilisateur. Par contre, ceux qui ne sont pas obligatoires et qui correspondent schématiquement plus à un ciblage publicitaire ou à une analyse comportementale de l'utilisateur, là, vous devez évidemment, du coup, mettre ce formulaire de cookies au moment où l'internaute arrive sur le site. Au moment où l'internaute arrive sur le site, il doit pouvoir refuser aussi facilement qu'accepter les cookies. Donc, j'accepte ou je refuse, conformément aux nouvelles lignes directrices de la CNIL qui ont pour but de faire régner un véritable principe de consentement des utilisateurs au tracking publicitaire. Cela suppose d'avoir donc un outil adapté pour le recueil de consentement. Un simple petit bandeau en bas de page avec j'accepte ou j'autorise, en fait, n'est plus suffisant aujourd'hui. C'est vraiment, vous devez accepter, mais vous pouvez refuser aussi facilement. À noter que certains grands acteurs aussi d'Internet, dont le modèle économique repose sur la régie publicitaire, c'est-à-dire sur le fait qu'ils proposent du contenu gratuitement, par exemple Allociné, Doctrissimo, etc., ou des portails de presse gratuits, demandent dorénavant aux internautes de payer pour ne plus avoir de cookies. Parce que comme ils étaient là, finalement, notre business model reposait sur du gratuit, mais en contrepartie, ça nous permettait de cibler, de faire de la publicité ciblée. Aujourd'hui, on ne peut plus bénéficier de ces revenus et donc, du coup, on considère que l'internaute nous doit une contrepartie. À noter que la CNIL a dit qu'elle allait prévoir des sanctions pour les acteurs qui procédaient de la sorte. Moi, je n'ai pas à me positionner sur ce débat. Je trouve aussi que c'est normal. Il ne peut pas y avoir de contrepartie à quelque chose de gratuit. Quand on sait que c'est gratuit, on sait que c'est nous le produit quelque part. Donc voilà. Merci Henri. Il y a une question qui concernait le slide précédent, ou tout au moins ce qui vous a été posé sur la slide précédente, s'agissant des sites vitrines. Là, c'est Charlène qui nous dit et si ce site vitrine permet de générer des revenus? Si ce site vitrine permet de générer des revenus, tout dépend si on est dans un principe de vente à distance, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que du coup les produits sont directement achetés sur le site ou pas, si c'est une boutique en ligne, ou alors si c'est juste finalement une possibilité d'appeler ou de prendre contact et ensuite qu'il y a quelque chose qui est généré. S'il y a une vente en ligne, la question ne se pose pas. Vous devez avoir des CGV sur ce site Internet. Vous devez respecter le principe du double clic, mais je pense qu'on y reviendra la semaine prochaine au prochain webinaire, et puis le principe du mail récapitulatif de la vente, avec du coup des conditions générales qui doivent contenir un certain nombre de mentions qui sont obligatoires. Voilà. D'accord. Alors, passons à la question suivante, qui concerne maintenant un point qu'on a abordé lors du premier webinaire et qui précisément concerne la collecte des données personnelles. Que faut-il indiquer précisément lorsque le site collecte des données personnelles, Henri? Donc, oui, votre site, encore une fois, là, ça rejoint la question qui vient d'être posée. En général, un site vitrine, de toute manière, c'est pour favoriser une prise de contact, et généralement, une prise de contact, il y a une collecte de données. Donc, les sites qui utilisent des données doivent obligatoirement mentionner les informations suivantes
dans un document librement consultable. Ce document s'appelle en général une politique de confidentialité. On en avait parlé la semaine dernière. Et dans ce document, on doit préciser plusieurs choses. On doit préciser d'abord quelles sont les coordonnées du délégué à la protection des données de l'organisme s'il a été désigné. C'est pas forcément le cas et en général, quand on se lance, on n'a pas besoin d'un délégué à la protection des données. Vous allez devoir préciser également les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées. En général, lorsque vous faites de la collecte sur un site Internet, la finalité, c'est la prospection et la gestion des clients. Vous allez devoir également préciser le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et conséquences éventuelles à l'égard de l'internaute d'un défaut de réponse. Le destinataire ou les catégories de destinataires de données. Donc, qui traite ces données? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le service client? Voilà. Le droit d'opposition, d'accès ou de rectification. Donc, ça, vous avez obligatoirement précisé, c'est une mention obligatoire, dans ces politiques de confidentialité, les différents droits qui sont octroyés aux personnes, donc droit d'opposition, d'accès, de rectification. Au besoin, vous devez aussi préciser les transferts de données envisagés à destination d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne. Et puis, vous allez devoir également préciser la base juridique du traitement des données, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous autorise légalement à traiter les données. Il peut s'agir du consentement des personnes concernées, mais il peut aussi s'agir, par exemple, si c'est pour créer un contrat, pour l'exécution pour l'exécution de la relation contractuelle, c'est-à-dire que vous devez, par exemple, envoyer des éléments pour une livraison de produits, et du coup, la base légale du traitement, c'est l'exécution d'une mesure contractuelle ou d'une mesure précontractuelle pour envoyer un produit. Et donc, du coup, c'est ça qui vous permet de justifier de la collecte des données. Enfin, ce document, cette politique de confidentialité, elle doit préciser la mention du droit d'introduire une réclamation, donc une plainte auprès de la CNIL. C'est encore une fois une mention obligatoire qu'il doit y avoir dans les mentions. Alors, justement, vous abordez la CNIL, donc je fais une transition, Henri, à propos, enfin j'essaye d'être à propos en tout cas. Donc, question suivante, devez-vous déclarer votre site web à la CNIL ? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, depuis l'entrée en application du RGPD, c'était auparavant une obligation de déclarer son site Internet à la CNIL. Depuis l'entrée en application du RGPD du 25 mai 2018, il n'est plus nécessaire de déclarer un site Internet à la CNIL. En revanche, puisque les traitements opérés sur un site Internet ne sont pas occasionnels, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, en fait, dès lors qu'un traitement est non occasionnel, ça fait effectivement partie du principe du business sur Internet que de récolter de la donnée, c'est le nerf de la guerre. Dès lors qu'un traitement est non occasionnel, il est indispensable de tenir un registre de traitement pour montrer que vous avez bien traité les données comme il se devait. Donc, vous devez avoir un registre de traitement qui n'est pas sur votre site Internet, mais que vous devez conserver en interne au sein de votre entreprise. Alors, avant-dernière question, on est vraiment complètement dans les temps, c'est super. Donc, un point sur lequel on va revenir lors du prochain webinaire le 9 juillet prochain, mais c'est juste pour vous mettre un petit peu en bouche, enfin je parle aux participants là en l'occurrence. Maître, pouvez-vous nous dire quelles sont les différences qu'il y a entre les mentions légales et les CGV? Alors vous avez un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais en quelques mots. Oui, alors effectivement, les mentions obligatoires sont indépendantes de l'obligation d'avoir des CGV ou d'avoir des CGU pour encadrer l'utilisation qui pourrait être faite d'un site Internet ou de ses contenus. Elles doivent, du coup, comme je disais, c'était comme une plaque d'immatriculation, elles doivent être fournies sur les sites marchands comme non marchands. C'est vraiment la carte d'identité de votre site. Les CGV, c'est différent, c'est dès lors que vous allez faire des ventes. Et elles doivent contenir l'information précontractuelle et contractuelle s'agissant de la fourniture de biens et de services. Il est important d'avoir une attention particulière à ces CGV, donc c'est important que vous suiviez le prochain webinaire, car il existe un certain nombre de clauses obligatoires, par exemple médiateur à la consommation, vous devez indiquer un médiateur à la consommation, des clauses de garantie aussi, lorsque vous faites de la vente de produits en ligne, vous devez avoir des clauses de garantie, de vice caché, de conformité, des clauses relatives aux droits de rétractation. Vous devez avoir des formulaires encadrés, sinon
pouvez encourir des sanctions qui peuvent être importantes, notamment également les plateformes de règlement des litiges. Voilà, il y a un certain nombre de clauses obligatoires, c'est ce que vous devez retenir dans vos CGV à avoir. Et il y a d'autres clauses qui, en revanche, sont dites abusives, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les avoir dans vos CGV, par exemple, limiter sa responsabilité ou soumettre le retour d'un produit à un prix, ou prévoir que seul un tribunal, par exemple le tribunal de Metz, sera seulement compétent pour juger d'un litige, sont des clauses qui sont réputées abusives et que vous ne pouvez pas avoir dans vos CGV. D'accord, je note le retour à un prix, soumettre le retour à un prix particulier n'est donc pas autorisé dans les CGV, mais on y reviendra donc très précisément, enfin plus précisément le 9 juillet. Dernière question, Henri. Quelle différence y a-t-il entre les mentions obligatoires d'un site internet et l'obligation d'information liée au RGPD pour clarifier un petit peu toutes ces différentes obligations? Ce que vous entendez par mention obligatoire, vraiment, c'est les mentions légales. Et encore une fois, j'insiste, ça correspond du coup à la fiche d'identité des personnes en charge directement du site. Donc, l'éditeur, donc la société, ainsi que son directeur de publication. Et puis, du coup, l'hébergeur, c'est là où sont stockées les données. L'absence de mention légale est une infraction, hein, ça faut aussi que vous sachiez, puisque la loi pour la confiance dans l'économie du numérique prévoit que le non-respect peut être sanctionné d'une peine de prison allant jusqu'à 1 an et 75 000 € d'amende. Et ça, c'est des peines pour les personnes physiques, puisque pour les personnes morales, je crois que de mémoire, c'est 375 000 € d'amende. L'obligation d'information liée au RGPD, c'est différent. Ça concerne les opérations faites sur les données des internautes lorsqu'ils utilisent le site Internet, par exemple, lorsqu'ils complètent un formulaire. Le RGPD prévoit lui aussi des sanctions, mais c'est surtout le code pénal qui va s'appliquer en cas de négligence sur l'obligation de transparence quant au traitement de données, puisque c'est puni là encore par des peines qui peuvent être des peines d'amende et d'emprisonnement. Lorsque, par exemple, vous allez collecter un fichier chez un partenaire que vous allez utiliser, on peut considérer que c'est de la collecte déloyale. Et là, potentiellement, les peines sont 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus à ce niveau-là. Alors, Henri, je vous lis une question là d'une participante, Charlène, qui revient sur les slides précédentes, enfin ce que vous disiez il y a un instant, et notamment qui nous dit « Je n'ai pas compris la notion de défaut de réponse de la politique de confidentialité ». Oui, alors en fait, c'est lorsque vous avez des formulaires de collecte. Il y a des catégories qui peuvent être des données qui sont obligatoires et d'autres données qui peuvent être facultatives. Et donc, du coup, dans cette politique de confidentialité, on pourra indiquer qu'est-ce qui se passe si jamais la donnée n'est pas remplie et est-ce que ça empêchera d'obtenir, par exemple, un droit ou pas. Par exemple, souvent, le numéro de téléphone est une donnée qui est facultative. Voilà, et ça, il faut le préciser dans la politique de confidentialité. D'accord, bien, je crois que nous avons fait le tour des questions que nous souhaitions voir avec vous aujourd'hui, Henri. Ne partez pas tous, pas encore. Il nous reste quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, vous donnez rendez-vous le 9 juillet prochain pour qu'on fasse un webinaire spécifique, toujours avec Henri de la Motte-Rouge, sur les CGV, les CGV, les CGU, bien sûr. Donc là, on aura un webinaire d'une demi-heure le 9 juillet prochain. Ne manquez pas ce rendez-vous. Très rapidement, pour aller plus loin, si vous souhaitez poser des questions à Rocket Lawyer ou bien à Henri de la Motte-Rouge, je vais rapidement passer les slides d'après. Bon, Rocket Lawyer, vous nous connaissez, vous pouvez bien sûr, vous savez comment nous contacter. Henri, je vous repasse la parole pour que vous fassiez une présentation peut-être plus précise sur ce que nos participants peuvent attendre de votre, tout à fait. Je crois qu'il y a pas mal de questions, mais on pourra même, moi, ça me pose pas de problème de continuer 10 minutes de plus le webinaire pour répondre à toutes vos questions, là, puisque c'est important. Et du coup, pour aller plus loin, du coup, avec notre cabinet, nous, on a mis en place un club qui s'appelle le club infolawyers.fr qui va vous permettre finalement de bénéficier d'un certain nombre de choses qui sont très intéressantes pour vous aider. Déjà, lorsque vous êtes membre de ce club, vous allez bénéficier d'une hotline d'avocats, c'est-à-dire que vous allez pouvoir m'appeler moi ou un membre de mon cabinet pour nous consulter et nous poser toutes vos questions.
Vous allez pouvoir accéder également à un groupe Facebook où vous allez pouvoir poser toutes vos questions précises sur des choses qui peuvent être compliquées, que vous n'avez pas forcément compris. C'est vraiment une nouvelle manière de faire du droit, c'est la Legal Tech de notre cabinet. Vous allez également avoir accès à une masterclass mensuelle où on va avoir des sujets de droit régulièrement ensemble. Et puis, vous allez avoir surtout accès également, en plus de la hotline, à des conditions tarifaires vraiment privilégiées qui vont vraiment vous permettre de réduire vos frais juridiques. Donc, c'est très intéressant d'être dans ce club. Et en plus, finalement, c'est proposé à un tarif vraiment très, très intéressant. Nous, on fait ça pour créer un lien avec nos clients et pouvoir les accompagner sur le long terme. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets d'ailleurs le lien dans le chat et on sera heureux des personnes qui remplissent le formulaire d'avoir un échange avec eux. Si vous avez d'autres besoins spécifiques, n'hésitez pas également à nous contacter via ce formulaire. On vous rappellera si vous nous en faites la demande, si vous avez besoin d'être accompagné spécifiquement sur des questions précises. Alors justement, Henri, on a une question de Delphine, et ça sera donc la dernière question du jour. Pour la politique de confidentialité, la liste des mentions est allée un petit peu vite. Est-ce qu'il y a un endroit pour retrouver tout ça? Oui, en fait, je pense que déjà vous aurez le replay. Je pense aussi que sur l'outil Rocket Lawyer, il y a la possibilité d'avoir tous ces éléments-là dans la politique de confidentialité. Voilà, nous aussi, si vous nous contactez, évidemment, on vous redonnera tous ces éléments-là et on dispose également de modèles qu'on peut mettre à votre disposition dans le cadre du club. Et Delphine, j'en profite aussi pour vous repasser justement, par rapport à votre question, sur la slide numéro 1, la première, vous avez un QR code. Avec votre téléphone, si vous flashez ce QR code, vous aurez accès justement à la liste des mentions légales obligatoires d'un site internet. Donc voilà, en complément à la réponse d'Henri. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier infiniment pour votre participation active et nous en sommes ravis. Donc, je vous donne rendez-vous, enfin, nous vous donnons rendez-vous, Henri de la Motte-Rouge et moi-même, et Rocket Lawyer et le cabinet, donc le 9 juillet prochain, à la même heure, donc 12 heures. Et je répète, pour évoquer avec vous toutes les questions que vous souhaitez sur les CGV. Voilà, bonne fin de journée à toutes et à tous et j'enclenche la musique. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. À très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera une joie de vous répondre. En tout cas, voilà, on est là pour les entrepreneurs du web, donc à très bientôt. La musique est partie trop vite. Il nous voit également dans la musique ou... Si vous parlez, on vous voit. C'est un peu comme la fin d'un générique sur un plateau télé. Merci Marie, merci Marin, merci Charlène, merci Gwenaëlle, merci Lorino, merci à tous. Portez-vous bien au 9 juillet. Merci. Au revoir Henri, à bientôt Henri. Au revoir Anne.